Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi cette leçon dans laquelle on va expliquer l'histoire et l'architecture de la Terre ou l'architecture organique. Alors, construire une maison naturelle en argile ou en terre cuite, c'est l'architecture organique. Alors, la maison moderne en terre, une proportion importante des populations de notre planète vit dans des habitations de terre crue, la plus souvent par nécessité et manque d'autres moyens, mais de fait, il s'avère que ce choix présente également nombre d'avantages majeurs. Outre un coût énergétique quasiment nul, la terre crue, de par son origine naturelle, ne génère en effet aucun impact négatif sur son environnement immédiat et en fin de cycle, elle est totalement recyclable. Alors, des paramètres qui s'inscrivent pleinement dans notre démarche écologique d'aujourd'hui, bien que de nombreux bâtiments construits en matériaux naturels, en particulier en terre, aient résisté à l'épreuve du temps, la construction de bâtiments à partir de ces matériaux a presque complètement disparu au cours du XXe siècle. Ceci est dû bien sûr au développement de matériaux de construction commerciaux et de méthodes d'économie de main-d'œuvre qui ont pris en statut une connotation de prestige, même en Asie et en Afrique. Alors, les compétences et l'artisanat de la construction naturelle des artisans, qui sont le plus souvent transmis des connaissances spécifiques sur la situation par leurs ancêtres, ont presque disparu, à l'exception de quelques petites poches de personnes dispersées à travers le monde. Par conséquent, les bâtiments construits avec les matériaux et des méthodes naturelles sont aujourd'hui rares dans le monde entier. Les bâtiments construits en boue et autres matériaux naturels étaient jusqu'à récemment considérés comme primitifs, où des images de maisons en terre d'Afrique et d'Inde surgissaient dans l'esprit de la plupart des gens lorsque le sujet est abordé comme une option de construction. Alors, des procédés de construction variés. De nos jours, on utilise le plus couramment la terre crue sous forme de pisé, et on va revenir pour voir à la fin une vidéo qui va nous expliquer toutes les techniques du pisé, ou d'adobe aussi, de briques compressées, de torchis, de terre paille ou de boge. Le terme bâtiment en terre comprend un certain nombre de méthodes bien connues, dont les suivantes. La terre battue qui consiste à développer un mélange de sable et d'argile et à le comprimer dans un moule pour façonner les murs, etc. Habituellement, une certaine forme d'isolation comme le polystyrène, le polystyrène, le polyuréthane ou même du vieux papier journal au milieu du mur qui peut aussi être renforcé avec des tiges en acier. Le torchis résulte du mélange de terre mi-ferme, malaxée avec de la paille ou toute autre fibre séchée au préalable. On peut également y ajouter du sable et de l'argile, de tout étant fabriqué dans une fosse ou dans un pétrin spécialisé. Alors, le pisé est un système constructif monolithique en terre crue compactée dans un coffrage branchage comme ceci qu'on voyait dans la photo. La terre est idéalement graveleuse et argileuse, mais on trouve des constructions en pisé réalisées avec des terres fines. La terre peut être amendée ou stabilisée à l'aide de chaux, de ciment, plus rarement d'autres produits. C'est un extrait du Wikipédia. Alors parlons de l'adobe. L'adobe est une brique de terre crue séchée au soleil et utilisée comme matériau de construction. Ces briques
Comme vous voyez dans la photo, ces briques sont obtenues à partir d'un mélange d'argile, d'eau et éventuellement d'un liant utilisé en petite quantité, de la paille hachée par exemple. Toujours des extraits du Wikipédia. Alors, la bâche est un système constructif monolithique en terre crue empilée. La terre est dans un état plastique généralement mélangé à des fibres végétales ou animales. Les surfaces verticales sont dressées par découpe après un court temps de séchage. Alors que le matériau n'est pas trop dur, la bauge est une technique de construction ancienne répandue dans toute l'Europe. Ce type de construction revient aujourd'hui sur le devant de la scène construction écologique, puisque les matières premières sont prélevées sur site même et que les murs en terre et végétaux isolent correctement et possèdent une grande inertie thermique, ça veut dire une isolation thermique. Alors, le produit final présente une masse thermique très appréciable car elle maintient l'hygrométrie de l'air environnant dans une moyenne très confortable pour les occupants des lieux. Quelles que soient les températures extérieures, on peut parvenir à une autre variante en ajoutant de l'eau au torchis. On dispose alors d'un mortier qui peut s'appliquer à la truelle. La terre crue peut aussi être associée à des copeaux de bois, par exemple, provenant des déchets du travail du bois, ce qui donne un mélange très isolant, notamment au plan acoustique. Alors enfin, on mélange fréquemment la terre à du sable, de la barbotine et de l'argile pour réaliser des enduits applicables en plusieurs couches jusqu'à la finition, chaque couche successive nécessitant moins d'argile et des grains de sable plus fins. D'autres méthodes importantes dans la construction de bâtiments naturels comprennent les habitations en ballots de paille qui sont habituellement rendues avec un mélange à base de boue et le bambou et le chanvre pour les plafonds et les toits des habitations en terre. Alors, construire des maisons en terre est plus de l'art que de la science. Apprendre les bons mélanges à utiliser en fonction du sol dont vous disposez est plus une question d'essai et d'erreur que de calcul. Il nécessite donc une certaine quantité d'expérimentation. Faire une maison en terre ressemble plus à faire un gâteau qu'à construire, bien sûr, une maison classique. Le coût des matériaux pour construire des habitations en terre ne représente qu'une fraction du coût de construction d'une maison conventionnelle. Avec des matériaux commerciaux, cependant, la main-d'œuvre est le principal coût. Alors, les maisons en terre sont isolées naturellement, donc elles seront fraîches l'été et chaudes l'hiver. Ils sont extrêmement résistants, ils sont construits correctement et les partisans des maisons en terre prétendent qu'elles sont résistantes aux tremblements de terre. D'autres défenseurs des maisons en terre prétendent qu'elles sont très saines et qu'aucun produit chimique irritant incorporé dans le mélange ne provoque d'allergie, etc. Alors, maisons respectueuses de l'environnement. C'est vrai, les maisons en terre cuite respectueuses de l'environnement sont fabriquées à partir de briques d'argile humide qui sont mises en forme et séchées pour durcir. Le processus de séchage est crucial parce qu'il est responsable de la résistance de la maison. Les particules dans l'argile fusionnent et développent les liaisons céramiques extrêmement serrées qui sont presque inséparables. L'isolation thermique et acoustique d'une maison en terre cuite. Les maisons en terre cuite
font un excellent travail d'isolation thermique et acoustique. C'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? En gros, si vous vivez dans une maison en terre cuite, vous pouvez vous attendre à rester au chaud ou au frais selon le temps qu'il fait et à ne pas avoir à vous inquiéter des grandes ondes sonores qui entrent ou sortent de la pièce. En effet, l'argile a la capacité d'absorber lentement la chaleur et le son et de les libérer dans la direction opposée. Alors, une résistance au feu, c'est vrai aussi. Vous auriez de la chance de brûler une maison en terre cuite après avoir versé de l'essence partout et l'avoir enflammée. C'est parce que le matériau à partir duquel les maisons en terre cuite sont fabriquées est très résistant au feu. Ce concept existe depuis longtemps, au milieu des années 1800. Les gens sont devenus éclairés et ont commencé à changer leurs maisons en bois pour des maisons en argile, en boue ou en pierre. On dirait que la boucle est bouclée, surtout pour les environnementalistes qui s'intéressent aux maisons écologiques et à la construction de maisons écologiques. Alors, pour conclure, avec des gens plus sensibilisés à l'environnement aujourd'hui et aussi éclairés sur la façon dont les maisons vertes peuvent économiser beaucoup d'argent en matériaux de construction et en énergie, il n'est pas étonnant que les maisons en terre fassent un retour en force. Alors, mes chers élèves, je vais vous lancer maintenant une vidéo qui va vous expliquer, réexpliquer et bien analyser tout ce que j'ai exposé maintenant. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Pour tracer les fondations, des cordeaux sont tendus à des piquets plantés aux quatre coins du mur à réaliser. Le Malem répand une poudre blanche qui délimite la zone à creuser. Secondé par un manœuvre, il creuse les fossés de largeur uniforme et légèrement supérieure à celle des murs à maçonner, ajoutant 4 cm aux 40 cm prévus. La profondeur de la tranchée varie entre 50 cm et plus d'1 mètre selon la qualité du sol et la fréquence des précipitations. Pendant ce temps, un manœuvre commence à préparer l'étape suivante en déposant le long de la tranchée des pierres de gros calibre destinées à combler ce fossé. Avant de commencer à combler la tranchée, la surface du fond du trou est humidifiée. Il est important d'utiliser des fondations en pierre sèche que l'artisan va soigneusement disposer dans la tranchée en veillant à bien décaler les joints entre ces grosses pierres pour éviter l'apparition de coups de sabre. Du mortier de terre et des pierres de plus petite taille comblent les espaces subsistant entre les pierres de gros calibre. Pour le soubassement, il est recommandé d'utiliser des pierres plates, mais celles-ci ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante. Le Malem doit donc les appareiller en veillant toujours à ce que ces pierres soient bien ancrées dans l'épaisseur du mur et disposées en quinconce pour éviter les coups de sabre. Les espaces qui subsistent entre les moellons sont comblés par des pierres de plus petite taille et pour fixer le tout, il utilise un léger mortier de terre sans enduit. Il étale ensuite sur toute la surface du muret de soubassement une couche de mortier, puis il la recouvre d'un lit de petites pierres. Le tout est tassé et damé à l'aide d'une batte à piser. Pour préparer la terre destinée à la construction, on commence par la tamiser grossièrement. Cette terre peut contenir de petits galets, mais ne doit en revanche pas renfermer de racines et autres éléments organiques. De cette terre, on fait ensuite des monticules de 2 ou 3 mètres cubes, à la tête desquels on creuse de petits puits pour y verser de l'eau.
Pour pouvoir être travaillée, la terre doit être bien humidifiée et elle est constamment mouillée et saturée d'eau pendant plusieurs jours. Puis 1 à 2 jours avant le début des travaux, l'arrosage est plus limité car la terre à piser ne doit pas être trop mouillée. Pour commencer, le Ma'allem positionne les 3 clés sur le muret de soubassement à environ 1 mètre l'une de l'autre. La première à une vingtaine de centimètres de l'extrémité du mur. Les branches sont ensuite posées et maintenues par 2 hommes positionnés de chaque côté du mur. À leur extrémité, une planchette verticale sert à caler la tablette qui ferme la partie transversale du coffrage. Pour fixer l'ensemble, 2 piquets verticaux sont placés au bout de la branchée, leur extrémité insérée dans les boucles des clés tandis qu'une cordelette solidement fixée les relie par le haut. 2 autres piquets sont ensuite fixés à l'autre extrémité des branches. Le Ma'allem règle la largeur du coffrage à l'aide d'un gabarit maintenu entre les 2 parois. Avant de fixer les 2 derniers piquets, le Ma'allem place les grosses pierres sur les traverses placées au fond de la branchée. Celles-ci leur éviteront de se retrouver emprisonnées sous la terre, permettant ainsi de retirer aisément les traverses quand la branchée sera pleine. Les derniers piquets sont mis en place et il ne reste qu'à régler l'écartement des parois et la verticalité de la branchée qui est prête à être remplie de terre. Le Ma'allem, le maître piseur, est toujours aidé de 2 hommes. Le premier creuse et remplit des seaux de terre mouillés, tout en continuant d'arroser celle qui sera utilisée dans les prochains jours. Faisant continuellement la navette entre le Ma'allem et le site d'extraction, le second ouvrier porte les couffins au maître piseur, qui se tient dans la branchée pour y damer la terre. La toute première couche de terre doit être très mouillée. D'une épaisseur de 10 cm, ce premier lit de terre est tassé par le Ma'allem qui se contente de le piétiner. Il commence alors à remplir le coffrage avec de la terre simplement humide. Cette terre doit être répartie uniformément dans le coffrage. Le Ma'allem s'interrompt régulièrement pour tasser cette terre à l'aide du pisoir. Chaque surface doit être compactée de façon régulière et cette manœuvre doit être exécutée à plusieurs reprises jusqu'à ce que la terre atteigne le tiers de sa hauteur initiale. Parfois, en la tassant, la terre a tendance à écarter les panneaux et les gabarits fixés entre les 2 parois tombent. Le Ma'allem interrompt alors le remplissage pour resserrer les cordes reliant les piquets. Arrivé en haut de la branchée, le Ma'allem tasse la terre avec une petite batte à piser. Ne pouvant damer à la batte les surfaces se trouvant sous les cordes, il utilise alors une massette. Pour poser la branchée au niveau du tronçon suivant, seuls les 2 piquets situés à proximité de la jonction restent en place. 2 hommes maintiennent et font coulisser les branches. Les 2 clés libérées des piquets sont retirées et placées au niveau du second tronçon en maintenant entre elles toujours le même écart qui est d'environ 1 mètre. Le dernier panneau fermant le coffrage est à son tour remis en place, puis les piquets et ainsi de suite, exactement comme lors de la pose de la première branchée. Quand la première assise du mur est terminée, la branchée est entièrement retirée. Et avant de poser les branches au-dessus de la première assise du mur, des petites tranchées, éloignées d'1 mètre, sont creusées sur le dessus du mur afin d'y insérer les clés qui seront simplement recouvertes de grosses pierres formant un pont. Les traverses sont volontairement décalées par rapport à celles du niveau inférieur, ce qui permettra de réaliser des branchées en quinconce pour éviter l'apparition de fissures verticales. Un cordeau fixé à l'extrémité de 2 piquets est tendu sur le haut du mur à environ 6 cm de la façade. Une première rangée de pierres plates est disposée en suivant la ligne du cordeau, environ 1/3 de la surface de ces pierres débordant ainsi du mur pour former une petite corniche. Pour fixer les pierres, le Ma'allem utilise du mortier de terre. Utilisant une petite massette, il tapote sur les pierres pour écraser le mortier, afin que celle-ci épouse la surface plate du mur. En symétrie, il pose une seconde rangée de pierres de l'autre côté du mur, et l'espace séparant les 2 rangées est comblé avec des pierres de plus petite taille et du mortier de terre. Un second lit de pierres plates est disposé de chaque côté du mur, agrandissant sensiblement le débord formé par le premier. Entre chaque lit de pierre, une couche de mortier fait office de ciment.
Pour finir, un monticule de mortier est disposé et tassé sur toute la longueur, au milieu du mur. Ce monticule est ensuite recouvert de tout venant. Cette terre, qui au départ est très meuble, est d'abord tassée à la main. Le Malem dessine une petite butte qu'il dame ensuite à la truelle. Et enfin à la batte à piser. Pour préparer l'enduit, le Malem commence par tamiser la terre afin de la débarrasser de tous les cailloux et éléments de plus de 2 mm de diamètre. La paille, qui permet d'alléger l'enduit, joue ainsi un rôle d'armature. Le tout est généreusement arrosé d'eau. On obtient ainsi une sorte de pâte épaisse et gluante qui est prête à être appliquée. Avant d'appliquer l'enduit, tous les trous marquant l'emplacement des clés qui traversent le mur de part en part sont bouchés. La couche d'enduit doit être appliquée et compressée à la truelle pour obtenir un compactage optimum. Une nouvelle couche est appliquée lorsque la précédente est totalement sèche, en veillant à bien boucher toutes les fissures. Après quelques jours, lorsque l'enduit est bien sec, des micro-fissures apparaissent à la surface du mur. Le Malem remplit un seau d'eau et y verse de la terre finement tamisée. Puis avec un chiffon, il applique la terre mouillée sur le mur en le frottant dans un mouvement circulaire pour faire pénétrer l'enduit et recouvrir toutes les fissures.